Salutations mes footos, alors que vendredi la Ligue 1 rouvrira ses portes avec un alléchant Marseille-Saint-Etienne, c'est un véritable élan de bonheur qui va frapper les supporters français. On a beau le railler, on l'aime quand même notre championnat. Et cette année il s'annonce encore plus excitant. Qui seront les grands perdants et les grands gagnants de cette mouture 2020-2021? Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Avant toute chose, le même rappel qu'en Ligue 2. Il ne s'agit que d'un pronostic, donc ne prenez surtout pas la mouche. Si je vois votre club mal classé, ce n'est pas du tout une attaque contre celui-ci. Et rien ne sert de m'accuser d'être pro ou anti tel club. Pour être honnête, le club que je supporte ne joue pas en Ligue 1 cette saison. De plus, le mercato finira le 5 octobre, donc il va falloir que j'anticipe d'éventuels départs et arrivées, ce qui peut rendre mon classement caduc dans 2 mois. Mais bon, c'est le risque de l'exercice. Et enfin, n'oublions pas un paramètre important pour cette saison, elle sera plus condensée cette année et le fait de jouer les Coupes d'Europe peut peser très lourd dans la balance. Bref, allons-y et on commence avec le dernier et malheureusement, je mise sur le Dijon FCO pour cette place. Peu dangereux offensivement l'an passé, les Dijonnais ont néanmoins pu compter sur une défense de fer avec Bruno Ekivuele-Manga et Wesley Lotoa, mais les meilleurs éléments offensifs semblent sur le départ. Mavdidi et Cadiz ont déjà plié bagage. Et si en plus Mounir Chouillard venait à lui aussi partir, je ne donnerai pas cher de la peau des Dijonnais. Il va falloir bien bosser pour éviter cette 20e place. Le 19e selon moi ce sera Nîmes, qui est également dans une situation compliquée. Bernardoni a été remplacé par René. On y perd un peu au change, mais rien de bien méchant. À côté de ça, on a 2 paris, Birger Meling et Andrés Cubas. À voir ce que ça donnera. Le tout me semble assez tendre pour rivaliser en Ligue 1, notamment offensivement où le club a du mal à trouver une tête d'affiche. De plus, avec un coach sans expérience, ça sera vraiment compliqué. Quand on prend tous ces éléments en compte et le fait que le club a fini avec un effectif plus étoffé l'année dernière, 18e, on peut légitimement estimer que Nîmes jouera pour éviter la descente cette saison. Le barragiste sera pour moi le Football Club de Lorient. Alors certes, le club a investi sur Klebic, mais qui sait s'il aura le niveau pour la Ligue 1, il y a un pas à franchir. Et c'est là que le bas blesse selon moi. Une grosse partie des joueurs qui devraient partir titulaires, les Vissa, Hamel, Ponceau, Lefebvre, Le Goff ou Laporte, ne connaissent pas la Ligue 1. Lutter pour le maintien sera difficile et le fait de posséder quelques petits éléments cadres dans le groupe comme Lemoine et Morel pourrait suffire à accrocher un barrage. Je vois le Stade Brestois ensuite se sauver de justesse et finir 17e. Je sais que ça peut paraître bizarre vu que le club est raisonnable dans sa gestion et qu'il a fini 14e l'an passé. Sauf que si l'on se penche sur les départs, le club a quand même perdu Grand Cyr qui était un élément titulaire, Gaëtan Bello le capitaine et surtout Yohan Cour le super passeur. 3 éléments qui ont été remplacés par Honorat, Pierre-Gabriel et Tavares, c'est pas mauvais. Il y a aussi Christophe Herrel qui est venu rejoindre un axe défensif moribond l'an passé. Mais est-ce que tout cela sera suffisant ? Je pense que oui pour le maintien, mais il y a eu trop de pertes pour éviter la performance de la saison précédente. 16e, le Racing Club de Lens. Et évidemment, leur retour fait grand plaisir à tout le monde pour la ferveur populaire que dégage le peuple sang et or. Mais qu'en sera-t-il des terrains ? Le club a un avantage sur Lorient, c'est de posséder une véritable expérience de la Ligue 1 dans son effectif, que ce soit par des joueurs déjà présents en Ligue 2 comme Leka, Cahuzac, Aïdara ou Fortes, mais aussi par le recrutement avec l'espoir Ignatius Ganago, Corentin Jean ou encore Gaël Kakuta. Ça fait assez de bons éléments pour espérer un maintien. Au 15e rang, un club que je voyais encore plus bas il y a une semaine, les Girondins de Bordeaux. Je n'ai pas vraiment envie de m'étendre sur le bazar ambiant à la tête du club, mais sachez que certaines révélations sur les coulisses ont fuité. Et si c'est vrai, c'est très grave. Dans un contexte aussi peu favorable, il n'y a pas eu de mercato et pas sûr que les joueurs soient vraiment concernés. Heureusement, une bonne idée est venue aux décisionnaires girondins, celle de prendre Jean-Louis Gasset comme entraîneur. Bon, il ne pourra pas aller très haut, surtout si des joueurs comme Kamano, Kalu, Maja ou Kossil s'en vont, mais il a assez de bouteilles, assez de talent pour éloigner le club de la zone rouge où je le voyais finir il y a encore 1 ou 2 semaines. 14e, un autre grand club historique et une 2e saison d'affilée difficile pour les Verts. Bon, pour le coup, je vais un peu à contre-courant de l'opinion générale, mais le club perd Saliba, Honora, son capitaine Loïc Perrin et va sans doute voir Moukoudi partir. Surtout, la situation financière du club fait que des joueurs comme Boudbouz, Kazri ou Mvila, des éléments d'expérience, mais aussi et surtout des gros salaires, vont quitter le club. Peut-être même que Denis Bouanga sera amené à partir du Forest pour dégager des liquidités.
Et je ne vous parle même pas de l'imbroglio Ruffier, une véritable pagaille, et il est difficile d'y voir clair. Dans ce contexte, je pense qu'une saison en milieu de tableau serait ce qui peut arriver de mieux à l'AS Saint-Étienne. Au 13e rang, j'imagine bien le FC Nantes. Les Canaries ont la bonne tête de l'équipe de milieu de tableau. L'arrivée de Jean-Charles Castelletto va renforcer un axe défensif qui était déjà le point fort de l'équipe la saison précédente. Mais pour viser plus haut, ce n'est pas nouveau. Nantes doit trouver l'attaquant capable de porter l'équipe, ce qu'on n'a plus vu dans le Loire-Atlantique depuis le départ de Filip Djordjevic il y a déjà 6 ans. Sans ça, difficile de voir plus haut. Le 12e sera pour moi le Stade de Reims. Ça paraît une dégringolade pour un club qui a fini cette saison 6e. Mais n'oublions pas que ce rang signifie que Reims va découvrir la Coupe d'Europe. Or, dans une saison qui sera vraiment compacte et avec un effectif plutôt léger en nombre, il faudra bien sûr faire des sacrifices. Je pense que les Rémois vont donc avoir un peu de mal en cours de saison, mais il y a trop de qualité pour jouer le maintien. Avec des joueurs comme Rajkovic, Konan, Abdelhamid Dia, le retour de blessure de Zenelli et le gros coup Berisha, il n'a rien à craindre pour les champenois. Mais l'effectif manque néanmoins de nombre pour viser plus haut. Mon 11e, et c'est la grosse sensation de mon classement, le Football Club de Metz. Beaucoup d'observateurs voient cette équipe descendre. Mais n'oublions pas que le club, avec son mercato d'hiver, réussi a pris 17 points sur 27, ce qui fait la 4e équipe de Ligue 1 sur la période des matchs retour. Si le buteur Habib Diallo risque bien de partir, il y a énormément de qualité dans cette équipe. Dylan Brown a stabilisé la défense. Habib Maïga est l'un des milieux défensifs les plus prometteurs. Vincent Pajot apporte un plus d'expérience. Et Ibrahim Niane, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner. J'y crois beaucoup. En signant également Wagner Diaz, l'un des joueurs les plus éclatants de ces dernières saisons en Ligue 2, le club dispose d'une base vraiment solide. 10e, le top 10, j'imagine bien le Racing Club de Strasbourg. Le club alsacien est désormais véritablement structuré. Il dispose d'un groupe solide qui va peut-être perdre Simakan et Lala dans les prochaines semaines, mais je me fais pas de soucis, Marc Keller saura parfaitement les remplacer, il sait flairer les bons coups. Porté par l'un des meilleurs publics de France, le RCS me paraît armé grâce à sa stabilité pour viser le top 10. Mais il manque toutefois encore un peu de folie pour finir au-dessus. Si Strasbourg arrive à trouver ce facteur X, alors je suis certain qu'ils pourront viser encore plus haut. À la 9e place, un club très stable, le SCO d'Angers, qui bosse bien avec Stéphane Moulin. Stéphane Moulin, justement, qui remplit une année de plus aux commandes. L'une des principales faiblesses a été compensée, à savoir le poste de gardien de but, où Ludovic Butel n'a pas toujours été irréprochable. Il cède donc sa place à Paul Bernardoni, un joueur ultra prometteur, peut-être même l'avenir de l'équipe de France. Et à l'heure actuelle, aucun cadre n'a quitté le club, ce qui fait qu'on se retrouve avec un milieu Santa Maria Mangani Fulgini, particulièrement talentueux, surtout pour une équipe de milieu de tableau. Néanmoins, il y a encore une limite, je trouve, avec une défense particulièrement lente. Si le club arrivait à recruter un central plus jeune et plus rapide, alors l'équipe pourrait se montrer encore plus ambitieuse. On rentre dans le top 8 qui pour moi est particulièrement au-dessus du lot. Si on accepte le premier, je pense que les 7 autres équipes n'ont pas un gros écart entre elles et pourraient s'interchanger. Sachez donc que je vois le second avoir une infime marge de manœuvre sur le 8e. Ne soyez donc pas vexés si je place votre club trop bas par rapport à vos espérances. Il faut néanmoins des perdants dans cette course et je vais certainement décevoir certains supporters, à commencer par ceux du LOSC. Je vous imagine déjà hurler à la footixerie, mais j'ai plusieurs éléments à avancer. D'abord, le même que Reims, la Ligue Europa va peser dans les jambes. Enchaîner les matchs risque d'être particulièrement compliqué. Ensuite, il y a des départs qui font mal. Osimhen, bien sûr, et sans doute Iconé, peut-être même Maignan, les meilleurs éléments offensifs, plus le gardien. José Fonte commence lui aussi à prendre de l'âge, et si l'équipe s'est renforcée avec Jonathan David, la stratégie du trading reste tout de même assez aléatoire. Il faudrait une grande réussite pour qu'elle performe dans une année aussi chargée. C'est pourquoi j'imagine une tranquille saison de transition pour le LOSC. Pour cette même raison de calendrier surchargé, je n'imagine pas Rennes rééditer sa performance de l'an passé. Il y a évidemment de la qualité, le club est sain financièrement et il n'y a pas besoin de vendre. Mais Rennes manque énormément de profondeur, surtout en défense, où on ne dénombre pour le moment que l'arrivée de Naïef Aguerd en provenance de Dijon. De plus, quid de Mbaye Niang, annoncé partant avec insistance. Il faudrait trouver à le remplacer, ce qui ne serait pas une mince affaire. En revanche, la venue de Martin Terrier est un super coup, je ne le nie pas. Le club breton est donc à la croisée des chemins et devrait profiter de cette saison pour entamer un nouveau cycle. Un peu comme Lille, j'imagine bien une année paisible en championnat, mais avec la perspective de jouer la Ligue des Champions. C'est particulièrement excitant, c'est la première fois que Rennes va la disputer dans son histoire. Le sixième va profiter selon moi du fait de ne pas disputer de Coupe d'Europe. Montpellier est ma deuxième grosse surprise de la saison. Le club travaille bien, n'a recruté que 2 joueurs, mais qui correspondent parfaitement aux besoins du club. Jonas Omlin, un gardien qui a impressionné en Suisse avec le FC Bâle,
pour remplacer l'excellent Geronimo Rulli et Stéphie Mavdidi qui m'avait plutôt plu à Dijon. Si le club enregistre en plus un arrière central pour revivifier sa défense, il pourrait être une très belle surprise galvanisée par ce milieu Savanier, Ferry-Mollet, très ambitieux. Monaco va aussi profiter du fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce que va donner le mercato Soskovac. Au moment où j'enregistre ma vidéo le 15 août, on annonçait des départs probables pour Keita Baldé et Gemerson, qui rejoindraient dès lors Glick, Subasic et Henrich, avec l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, Wissam Ben Yedder s'il reste, et Benjamin Lecomte qui est un excellent gardien, ou encore Ruben Aguilar, un très très bon latéral. Il y a des éléments qui permettent d'espérer un renouveau après 2 saisons ratées. Les arrivées attendues de Sima Khan et Daïk Nouri devraient remettre à neuf un secteur défensif qui a été le talon d'Achille de l'équipe l'an passé. Avec Paul Mitchell, l'ancien recruteur de Southampton aux manettes pour ce mercato, on peut s'attendre à de très bons coups. On entre dans le très sérieux et pour la course au podium, j'imagine que Lyon sera perdant. On ne sait au moment où je vous parle toujours pas si Memphis Depay, le facteur X de cette équipe, sera encore dans le Rhône-Alpes la saison prochaine. Surtout, l'équipe n'arrivera pas aussi fraîche que d'autres en début de saison avec cette participation au Final 8 de la LDC. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas si Lyon a passé le quart de finale contre Manchester City. Mais même sans Coupe d'Europe, le potentiel déficit physique du début de saison risque de coûter cher par rapport aux 2 autres concurrents que je place au-dessus. J'imagine bien les Lyonnais donner leur chance à pas mal de jeunes joueurs cette année. Les Cacré et Cherki, auteurs de bonnes voire de très bonnes prestations cette saison, sont amenés à prendre du galon et ils pourraient même faire des émules. Reste à voir si le club gardera ses meilleurs éléments, chose qui n'est pas acquis à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que je classe Marseille légèrement au-dessus. Malgré les problèmes financiers, le club des Bouches-du-Rhône dispose de qualité à toutes les lignes. Défensivement, notamment, où la différence est notable avec l'OL, le duo Caleta-Char-Alvaro et Paul Parcam en 6 au-dessus devrait permettre à l'équipe de rester encore solide cette saison. Si le milieu de terrain pouvait voir l'un de ses éléments partir et à choisir, je préférais que ça soit Maxime Lopez, il restera suffisamment de talent pour servir les attaquants. C'est sur ce secteur que je m'interroge le plus. Alors qu'on parle d'un départ de Florian Thauvin, notamment vers l'Atalanta Bergame, j'ai bien peur que de se reposer sur le seul potentiel offensif de Dimitri Payet, qui est assez intermittent, et de Dario Benedetto, sur lequel j'ai encore quelques réserves, me laisse perplexe. À la 2e place, donc, l'OGC Nice. Oui, c'est ma dernière surprise de la saison, mais les Rouges et Noirs ont clairement changé de dimension cette année. Faisons une revue d'effectifs. Le club possède l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en la personne de Walter Benitez. La défense aussi entre expérience avec Dante et grand potentiel en la présence de Bambu et Pelmar. Et surtout l'arrivée du grand espoir Flavius Daniluk. On a également l'un des meilleurs latérales de Ligue 1, Youssef Attal. Le milieu enregistre l'arrivée de Schneiderlin pour accompagner Les Melou. Et le trident offensif Claude Maurice, Dolberg, Lopez, avec sur le banc le grand espoir Guiri pour la rotation. On est vraiment sur une équipe prometteuse. Mais ce qui me fait penser que cette équipe finira devant les autres, c'est qu'elle est la seule à avoir une marge de manœuvre financière. Contrairement à Lyon et à Marseille, si Nice se plante, ils auront l'occasion de recruter en hiver avec une enveloppe conséquente. C'est mon gros pari, je sais qu'il est risqué et qu'il ne va pas faire plaisir aux supporters des deux Olympiques, mais j'ai envie de tenter le coup. Nice 2e. Enfin le premier, bon bah là je vais pas m'étendre sur le Paris Saint-Germain. Tout le monde sait qu'une équipe qui possède Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti et consorts est favorite. Pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est que je pense que Paris va battre des records d'avance cette année car il dispose tout simplement d'un banc qu'aucune équipe ne possède. Rappelons de plus que cette saison, 5 changements seront autorisés. Donc je pense qu'il n'est pas impossible de voir le PSG par exemple atteindre les 100 points dès cette saison. Mais bon, je préfère parler de Paris pour une prochaine vidéo. On parlera de Ligue des Champions, du bilan de la Ligue des Champions, parce que la Liga, ce n'est plus tellement ce qui intéresse les Franciliens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner pour avoir toutes les prochaines vidéos. On se retrouve mardi prochain pour une vidéo un peu plus classique. Ciao les footos!